bien. Vous suivez. On va évoluer. On va évoluer. Oui, prochainement. Sinon, ça va revenir, s'il te plaît. Pardon, acceptons. Oui, ça doit être déséquilibré parce que toi, tu as eu la parole, c'est bien. Vous l'avez sans doute compris. Vous êtes dans votre émission Honneur Politique. Honneur Politique, vous le savez, c'est cette émission qui vous donne la possibilité de mieux cerner l'actualité au plan national, pourquoi pas international. On lance le débat. Premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le Niger, vous le savez, le Niger est-il en train donc de croupir sur le poids des sanctions de la CEDEAO et ses partenaires? La réponse est bel et bien oui, Moustapha Kallo, en suivant l'évolution de l'actualité dans ce pays. Est-ce qu'on va dire que c'est trop tôt pour la junte au pouvoir d'exprimer l'incapacité de payer le salaire complet des travailleurs? Moi, je les appelle même pas junte au pouvoir, c'est les preneurs d'otages de Niamey. Je crois qu'ils sont fouettés dans leur orgueil au maximum. Et c'est quand même dommage, avec toute l'arrogance, l'un des pays les plus dépendants de l'aide internationale, se fait un coup d'État, se tire une balle dans les pieds, avec toute une arrogance. Maintenant, on n'a même pas fait un mois. Voici les conséquences. Donc moi, je crois qu'il fallait s'attendre à ça. Et n'oubliez pas, Niger a 26 millions d'habitants. 26 millions d'habitants. Leur PIB ne dépasse pas 14 millions. En Guinée, on est à peu près 13 millions. Notre PIB, c'est 17 milliards de dollars. C'était en milliards. Donc, vous voyez, c'est l'un des pays qui est plus fragile. Sur 191 pays au monde, le Niger est 89e. Il est le 7e pays le plus malheureux au monde, le plus pauvre au monde. Donc, quand vous avez tout ça, et je crois qu'ils sont en train d'apprendre des leçons. Et ce qui m'a choqué dans leur communiqué, ils accusent la CEDEAO. En fait, ils ont justifié le non-paiement de ces trucs-là. Les avoirs qui sont gelés. Le Burkina n'a pas accusé la CEDEAO, comme le Mali n'a pas accusé la CEDEAO, ils se sont débrouillés à payer au moins les fonctionnaires. Si à un mois de coup d'État, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires, le salaire complet des fonctionnaires, alors que vous demandez une transition de 3 ans. Ça, c'est très compliqué. Je crois qu'il est temps que les gens comprennent. Il ne faut pas faire souffrir inutilement les populations pour vraiment des intérêts purement égoïstes. Moi, je pense que ce coup d'État ne s'apparente à aucun coup d'État en Afrique. C'est un coup d'État qui a été fait par une personne juste pour ses égos. Moi, je pense bien qu'il faudrait que l'opinion nigériane qu'on est en train de manipuler avec les mineurs qu'on fait sortir à la télé, dans le stade, pour pouvoir faire comprendre aux gens que la junte a un soutien populaire, je ne crois pas. Et je crois qu'ils sont maintenant face à une réalité, parce que n'oubliez pas, le Niger avait entamé une croissance inégalée dans le continent. Ils avaient frôlé 11%. Croissance à 2 chiffres, c'est rare de trouver ça dans le monde. Ils avaient une prévision de croissance de près de 11% de PIB, avec un taux d'inflation qui était en baisse. Donc, bref, il y a toute cette situation-là. Et la situation sécuritaire, le Niger avait fait au moins 2 ans avec seulement deux attaques terroristes. Aujourd'hui, presque, voilà, je ne dis pas que c'est quotidien, mais c'est récurrent. Bien. Je crois que tous ceux qui aiment le Niger, il faut pas qu'on soit dans cette ferveur panafricaniste mais suicidaire, à défier tout le monde à torer à travers, soutenir ce qui n'est pas soutenable. Moi, je le dis, je le retiens, les preneurs d'otages de Niamey, pas même un coup d'État, doivent se ressaisir et écouter la communauté internationale. Je crois que depuis là, la CEDEAO et la communauté internationale ont joué le jeu de la diplomatie et ils doivent l'écouter. On n'est pas encore parti loin. Si ça dure comme ça 3 mois, c'est les mêmes populations qui vont se retourner contre eux. Parce que le Niger, je ne dis pas un autre pays, le Niger ne peut aller nulle part sans la communauté internationale. Ça, ce sont des situations naturelles, mais aussi des situations économiques qui font cela. Donc, bref, la réalité est là. Espérons que vraiment le chef des preneurs d'otages puisse avoir une idée pour son pays et puisse avoir le sentiment patriotique pour négocier et avoir une issue favorable à cette crise-là. Alors, Baïla, la junte parle de sanctions inhumaines. Et au départ, on disait que c'est la population qui va souffrir. Mais à cette allure, on va dire que ce n'est pas que la population, mais l'État, quand il n'est pas capable de payer les fonctionnaires, est-ce que ça ne peut pas ouvrir, si vous voulez, une sorte de vanne pour des contestations à l'interne, ou en tout cas une sorte de soulèvement? Oui, c'est l'objectif recherché justement par les sanctions. Et les autorités de transition nigériennes sont bien, sont bien conscientes justement de cet objectif, sont bien conscientes de l'ampleur des sanctions sans précédent qui ont été prises contre le Niger. Il s'attendait, et même quand vous regardez le discours du général Tchani, il en a parlé, et il a appelé justement à la résilience, et de toute façon il ne peut compter que justement sur la résilience des Nigériens
dans cette période pour pouvoir espérer passer ce cap difficile. Parce qu'il il est évident que dès le départ, on pouvait, c'est-à-dire c'est une surprise pour personne. Kalo a éloquemment bien parlé justement du volet économique, du fait que justement le Niger, un pays si riche normalement justement en termes de ressources naturelles, se retrouve être l'un des pays les plus pauvres de la planète, malgré justement toutes ces richesses, et que justement à tel point qu'elles dépendent à 70% de l'aide, et que son électricité aussi, par exemple, qu'elle dépend à 70% aussi du voisin nigérien. Et ça, justement, et ce sont ces indicateurs, ces facteurs économiques qui ont aussi contribué justement à l'avènement de ce coup d'État. Parce que, bien entendu, parce que c'est justement quand on dit ce qu'il dit, ça c'est le bilan aussi justement de la gouvernance Bazoum et de la gouvernance Issoufou. C'est ce passif-là où on en est aujourd'hui, et c'est peut-être pour cela qu'une partie justement de la population... Mais pourquoi on n'a pas renversé Issoufou? C'est peut-être pour cela... On va échanger. Non, attends, il faut qu'on échange. Non, il faut qu'il y ait une précision, c'est important. Bon, il n'y a pas de précision quand les autres parlent, mais quand ça ne va pas dans le sens, il y a une précision. Peut-être le Niger n'a jamais abordé une dynamique aussi économique que maintenant. Mais je suis habitué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas si tu n'as pas envie d'assumer ce que tu dis, sinon c'est pour les précisions. Absolument pas. Je ne sais pas en quoi c'est là pour être un problème. Lorsque tu dis que c'est dérouler son raisonnement. En pointant, en parlant des responsables, tu as cité Issoufou, tu as cité Bazoum. Pourquoi on n'a pas renversé Issoufou? Alors que la performance cette année est comparée aux résultats de Issoufou, c'est Issoufou qui devrait plutôt être renversé. Est-ce que la raison n'est pas ailleurs, Baïda? Il faut l'avouer. Non, enfin, si vous voulez, pour vous, elle est ailleurs. Pour moi, elle n'est pas ailleurs. Moi, j'ai dit l'une des raisons. D'accord. Après, je ne sais pas. Alors, non, ce n'est pas mon objectif. Bien, allez-y. Alors, ce n'est pas mon objectif. Donc, la gente peut compter sur la bonne foi si vous voulez, de la population, c'est cela, ou même des... Non, ce que je disais, c'est que d'abord, ce qui se passe, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise qu'il y ait des problèmes de paiement des salaires. Lorsqu'on voit l'ampleur des sanctions, il fallait quand même s'y attendre. Donc, que ça soit y compris la junte, y compris les Nigériens. Et effectivement, le salut des autorités de transition nigériennes ne passera que par la capacité des Nigériens à être résilients. Et c'est là on verra d'ailleurs si justement ils bénéficient d'un soutien populaire. Si, comme on l'entend, comme certains l'espèrent, si dans les jours à venir, les Nigériens, par exemple, ne sortent pas partout dans le pays pour réclamer le départ parce que les fonctionnaires ne sont pas payés, cela voudra bien dire aussi que justement, ils sont prêts à encaisser ces sanctions et quitte en tout cas à ne pas se faire imposer une vision par un pays quelconque ou par des forces quelconques. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, d'abord sur ce communiqué qui circule, moi déjà j'attends de voir s'il est authentique parce qu'on est déjà dans une guerre informationnelle. Je suis allé sur les réseaux, les canaux officiels des gouvernements nigériens. Bon, j'ai pas vu de grands médias passer. En tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle un peu un rudiment de fast-checking pour essayer de voir si je pouvais avoir des sources vraiment crédibles qui donnaient cette information. J'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé vraiment un site internet ou bien un média de référence qui a relayé cela. Donc, je mets quand même aussi cela entre guillemets en attendant d'avoir une c'est vrai, confirmation. Mais ce dont on est sûr... allez, vas-y. Oui. Visiblement, tu n'aimes pas les échanges. Alors, on te laisse finir. Après, on va aller. Visiblement, ce dont on est sûr, c'est que l'État demande aux banques, justement, de prêter de l'argent et qu'il faut 30 milliards de francs CFA
pour payer les fonctionnaires pour ce mois-ci. Oui, et puis vous parlez des questions des fonctionnaires, mais vous savez aussi que des hôpitaux ont du mal aujourd'hui à avoir de l'électricité. Il y a des gens qui ont du mal à retirer de l'argent. Donc, si les sanctions sont multidimensionnelles, elles ont des impacts, et ça, personne ne peut le nier. Maintenant, ça rend heureux peut-être, comme on appelle ceux qui ont fait ces sanctions. Ils espèrent que justement ces sanctions, en frappant les populations de plein fouet et de manière vraiment disproportionnée, inhumaine, que cela poussera les populations à se rebeller. Moi, je suis sceptique sur ce qu'on appelle, sur ce schéma, sur cette équation, et on verra dans les jours et semaines à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, pendant qu'on parle aussi, les négociations sont en train de continuer entre la CEDEAO, entre les autres partenaires et le Niger, et les autorités de transition nigériennes sont aussi en train de dérouler leur programme. Alors, Thierno, puisque la Guinée et le Niger désormais constituent deux poumons d'un même cœur, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte d'aide de la part de la Guinée, le Burkina et le Niger et le Mali? Non, mais vous savez, c'est une question assez délicate parce qu'en réalité, les plus âgés que nous, qui ont vécu l'époque de Sékou Touré, qui ont vécu le temps les premières heures de l'indépendance, ont déjà été confrontés à une telle situation où on a décidé, parce que on s'est mal séparés ou parce qu'on n'est pas content des régimes, on a décidé de fermer les robinets, et au point que le pays s'est retrouvé face à des difficultés, même si les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, c'était un ancien colonisateur qui est l'État de France, qui est la France, qui avait décidé de régler ses comptes avec le jeune État qu'on appelait la Guinée, et parce que justement la séparation a été un peu difficile. Mais là, ce sont des sanctions qui ont été imposées notamment par la CEDEAO, et ce sont les conséquences de ces sanctions-là que la population nigérienne est en train de subir. C'est pourquoi on ne peut pas tout de suite s'en réjouir, parce qu'en réalité, au-delà de ceux qui veulent incarner l'État, qui s'obstinent à incarner l'État nigérien, au-delà d'eux, il y a les Nigériens qui vivent cette situation. C'est en cela que la situation elle est délicate, on ne peut pas s'en réjouir. Sinon, ce serait quand même, je veux dire, une performance, sinon une victoire pour la CEDEAO, et ce serait un moins de pression. Ce serait un moins de pression pour la CEDEAO, pour dire à ceux-là qui sont aujourd'hui, qui ont pris, comme il l'a si bien dit, en otage le président qui a été élu par les Nigériens, de leur dire, écoutez, il faut que vous vous abandonniez, il faut que vous lassiez, parce que vous ne pouvez pas continuer à diriger dans ces conditions. C'est ça le message. C'est simplement ça le message. Et les sanctions, justement, étaient faites effectivement pour ça, pour rendre le pays ingouvernable, de manière à ce que les gens acceptent de discuter avec la CEDEAO, et pour que la situation qui prévaut dans ce pays puisse cesser. C'était ça l'objectif. Maintenant, après, ce qu'il faut craindre quand même, c'est que la mesure, elle peut avoir un effet boomerang. Elle peut amener ce qu'on ne voulait pas. Parce que dans cette souffrance-là, on risque les autorités nigériennes risquent d'en faire un élément de mobilisation, notamment des Nigériens, parce que personne n'aimerait savoir que tu ne trouves pas à manger aujourd'hui, et tu sais que celui qui est à la base de ça, il est juste à côté. Tu ne peux pas forcément être content avec lui. Et donc, il y a une sorte de solidarité qui peut tout de suite naître à l'intérieur, et cet élément-là peut constituer un élément sur lequel les autorités nigériennes peuvent surfer pour asseoir leur légitimité auprès de la population, et donc c'est cet effet-là, moi, que je redoute. Sinon, en réalité, ce n'est que la conséquence des sanctions, et ça, justement, malheureusement, peut-être que les gens ne le verront pas tout de suite, et on va encore accuser la France, accuser la CEDEAO, mais en réalité, qui est véritablement à la base de ça? Des sanctions. Qu'est-ce qui s'est fait pour qu'il y ait sanctions? C'est parce que justement des gens sont venus faire ce qu'ils ne devaient pas faire sur ce coup d'État qui est à la base de ça. C'est pas la CEDEAO qui est à la base de la chose. Bon, maintenant, après, est-ce que l'État du Niger, tel qu'il se présente, tel qu'il a été présenté sur le plan économique par Carlo tout à l'heure, va continuer à supporter cette situation? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Sinon, effectivement, on nous parle des salaires que l'État ne parviendrait plus à payer normalement, des difficultés dans les hôpitaux,
environnementaux et beaucoup d'autres difficultés qui viennent s'ajouter à une situation qui était deux à pas la plus aimable possible. Sinon, de l'autre côté, j'ai écouté tout à l'heure les propos de Baïla par rapport à la pauvreté, le tableau sombre que Kalo a dressé ici. Il pointe cela comme étant l'une des causes, ou l'une des raisons, ou l'une des choses pour expliquer le coup d'État. Mais en réalité, il a été démontré par A plus B qu'en réalité, ce coup d'État, il n'a pas été fait parce qu'il y avait la pauvreté. Il n'a pas été fait parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, au moins, ça a été démontré. Ça, au moins, ce n'est pas que Macron qui l'a dit. Ça, au moins, ce n'est pas que la CEDEAO qui l'a dit. Ce coup d'État a été fait parce que les gens ont voulu le faire. Donc ça, on peut continuer le débat autrement, mais on ne peut pas revenir sur cela. Le débat aujourd'hui, et ça, ce sujet par contre, il persiste. Est-ce qu'il faut fermer les yeux, laisser ce coup d'État se réaliser, passer à autre chose, ou bien il faut tenir, il faut dire à la CEDEAO de tenir cette fois-ci jusqu'à ce que cette situation se dénoue par un retour à l'ordre constitutionnel souhaité pour que cette épidémie de coup d'État que décrivait Macron hier puisse cesser. Je pense que c'est ça le débat aujourd'hui. Bien, oui. Alpha Mamadou Diallo. Et personne ne devait m'interrompre. Je voudrais simplement rappeler qu'à ce stade-là, le Mali est presque arrivé à la même situation. Il a fallu compter sur la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour de justice de l'UEMOA pour dire que les sanctions qui avaient été imposées à l'époque au Mali étaient des sanctions inhumaines. Donc je pense que les sanctions du Niger sont plus importantes puisqu'on n'a même pas laissé le gouvernement nigérien faire semblant d'être une autorité. On les a empêchés. Il y a même un État qui ne les reconnaît pas en tant que tel. Acte unilatéral, vous le savez. Chaque État est libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Mais cependant, il n'y a pas d'objectivité puisque si la question que Bonne pose de savoir qui est à l'origine, on va dire c'est à cause du coup d'État. Y a-t-il eu du coup d'État qu'au Niger? Cette question, elle est pertinente. Parce que si nous posons cette question, nous répondons directement. Il y a eu 3 autres coups d'État. La CEDEAO n'a pas changé. La CEDEAO, il n'y a pas un texte pour la Guinée, un texte pour le Niger, un texte pour le Mali, un texte pour le Burkina. Ouais. Les textes sont identiques. Les textes sont les règles de la CEDEAO sont générales, elles sont impersonnelles. Donc, il y a des circonstances atténuantes. Même dans le crime, il y a des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. La question qu'il fait... Non, mais la question qu'il fait... Non, attendez, on va juste comparer les choses qui ne sont pas comparables. On va juste se comprendre. La question qu'il faille se poser. Est-ce que, puisqu'on n'a pas réagi de la même manière en Guinée, au Mali, au Burkina, est-ce qu'il faut laisser carrément les autres coups d'État ou les mêmes faits se reproduire un peu partout dans la sous-région? Vous savez, c'est comme si ce n'était pas possible de régler les autres cas. Les autres cas sont dans la situation du coup d'État aussi. On pourrait quand même faire semblant de donner les mêmes règles pour tout le monde, d'imposer des sanctions qui sont prévues par les textes. D'accord. Rappelez-vous très bien, toutes les sanctions qu'on a imposées au Niger sont des sanctions qui ne sont pas prévues par le texte. C'est des sanctions excessives. Les sanctions sont excessives. Si vous pouvez le vérifier, je pense que le Niger peut-être aura l'assentiment d'aller vers la Cour de justice de la CEDEAO pour demander à ce qu'elle puisse vérifier si les textes de la CEDEAO ont été respectés par la CEDEAO elle-même. Puisque la CEDEAO est un organe de discipline collective. Donc, elle ne peut pas se comporter selon la volonté des uns et des autres. Donc, la définition de coup d'État ne change pas d'un pays à un autre. Donc, le coup d'État est égal à un coup d'État. Dans ce sens-là, et je pense qu'ils vont pouvoir... Mais attention, le Niger pourrait bien remonter la pente parce que le Niger, ce n'est pas que le Niger n'a pas d'argent. C'est puisque le Niger n'a pas accès à l'argent. Puisqu'il y a une banque, vous savez, qui connaissent la zone CFA, il y a des techniques pour débloquer l'argent. Donc, en réalité, si la Cour de justice rendrait une décision à leur faveur, on pourrait bien leur permettre de toucher à l'argent. L'autre aspect qui pourrait affaiblir un peu, c'est que la frontière, je pense, algérienne n'est pas fermée, celle du Mali n'est pas fermée, celle du Burkina n'est pas fermée. De l'autre côté, il y aura des souffrances au Nigeria. Donc, il y a beaucoup d'activités. Au Nigeria, il y a des choses qui pourrissent aux frontières. On va juste se comprendre. La fermeture donc, il y aura aussi des sans-salaires au Nigeria aussi. L'impact là viendra d'où? Non, vous savez, il y a beaucoup d'activités. C'est le Niger qui a beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait une transaction entre beaucoup de commerçants béninois et nigérians
ont déjà mis les clés sur la porte puisqu'il n'y a plus d'activité. Leur activité, c'était d'aller au Niger pour faire... Donc, en réalité, c'est des sanctions énormes. Bien. Et je pense qu'il n'y a aucun doute, ce que la CEDEAO attend, le chaos qu'on prédit au Niger, ça ne va pas se produire. Bien. Quand le président Macron utilise le terme de président Bazoum vient d'une ethnie minoritaire, il veut du coup opposer les ethnies au Niger. Donc, ce que la CEDEAO veut ne va pas. Le gouvernement nigérien, déjà, je vous informe que les États-Unis sont pour le chemin. Bazoum ne doit plus revenir. Donc, ça, c'est déjà acquis. La plupart des pays, dans leur chemin, ils ont même envoyé de l'ambassadeur. Les États-Unis, les États-Unis sont favorables à un règlement pacifique sans Bazoum. Je n'ai vu dans aucun document. C'est le scénario et c'est pourquoi même. D'ailleurs, si vous avez suivi, je t'envoie le dernier communiqué. Quand ils auraient diffusé, le Macron quand même a cité nommément les États-Unis. C'est dans la reprogrammation de l'image qu'ils ont retiré. Donc, on ne peut pas désormais travailler avec Bazoum. Et d'ailleurs, le Nigeria a coupé le courant à Bazoum. Donc, c'est regrettable. D'accord, très bien. Le courant à Bazoum, bien. Pas de souci. Oui, Oscar, sur cette même question, elle est légitime. Est-ce que le Niger pourra tenir longtemps, justement, cette situation? Il faut même aggraver la situation, parce que je crois, Alpha est en train de dire, Omar, il disait qu'il y a certains pays, certains ressortissants, par exemple, il a cité Bénin. Et je pense que la junte au Niger a déjà commencé depuis le dimanche 27 août à rapatrier certains Africains, certains. Donc il y a déjà sur cette liste 5, au Niger, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas les bienvenus du côté du Niger à Niamey. Il y a le Bénin, il y a le Togo. Le Niger est un hub pour migrants aussi. Il y a le Bénin, le Togo, le Nigeria, Ghana et la Côte d'Ivoire. Les accords avec l'Union européenne. Et encore, on disait qu'ils ont de l'argent mais ils n'ont pas accès. Comment d'ailleurs le paiement des fonctionnaires se faisait au Niger, je crois, et pour régler les salaires, l'État nigérien fait généralement, même au temps de Bazoum, je crois, appel aux banques et qui font des avances remboursées plus tard. Comme partout ailleurs. Oui, comme partout. Mais au Niger, je crois aujourd'hui, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, après la sortie du président Macron en France, et la junte au Niger est allée à la vitesse supérieure en faisant quoi? En demandant d'ailleurs à couper de l'électricité et demander même à ses partenaires de rompre, de surseoir tout approvisionnement de la base française et de l'ambassade de France au niveau de Niamey. Donc déjà, ils sont allés très vite. Et pour dire que, moi je vous ai dit ici, je maintiens mes propos, maintiens mes propos. Je disais que peut-être les trois coups d'État par exemple, ou bien les 4 coups d'État en Afrique de l'Ouest. Pour l'ambassade de la France, c'est deux moitiés. Il y a l'eau, il y a le courant. Non, bon, d'accord. En tout cas, cette information, moi je l'ai vérifiée. D'accord, il n'y a pas de problème. L'information que nous avons reçue. Ça avait été dit. Le Nigeria n'ose pas couper là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est que j'insiste à dire. Souvent, on fait allusion, on dit les coups d'État. Chaque coup d'État dans chaque pays a des particularités. Prenons le cas de Burkina et le Mali. Je crois l'avantage que ces juntes-là ont eu, c'est au moins au niveau, sur le plan interne. Ils ont le soutien. Parce qu'il y a même récemment, au Mali, il y a même un sondage réalisé, une enquête d'opinion réalisée par une fondation allemande qui a démontré qu'au moins 9 sur 10 Maliens disent qu'ils ont confiance à leur partenaire qui est la Russie et la junte au pouvoir. Et du côté du Burkina Faso, encore, c'est la même chose. Et on se souvient également que les opérateurs économiques, le patronat même malien, est allé vers... Il y a une enquête au Niger est allé vers la junte pour les soutenir. Le président du patronat malien était même venu en Guinée ici voir même les responsables criminels. Donc, de ce côté, est-ce que vous comprenez? Du Niger. Non, vous savez, le Mali, le Burkina Faso sont lâchés, je crois, par la communauté internationale, mais à l'interne, ils ont une forte soutien. Sincèrement, c'est clair. Le Mali s'est mis dans en Guinée, comme l'avait dit, c'est la cour de la CEDEAO qui a demandé la mise en sanction. En Guinée, la junte en Guinée n'a pas
fortement le soutien de l'opinion nationale. C'est important quand même de le rappeler. Au Mali, c'est important. La junte a essayé de revoir ses copies. Au lieu de 5 ans, on est revenu à 5 ans. Vous pouvez voir la cour de la CEDEAO. En commun accord. Tu connais en commun accord. Il y a le dialogue là-bas. Il y a un parfait dialogue. Dans le sens du il y a un parfait dialogue du côté du Mali. Il y a un parfait dialogue. Ce n'est pas une volonté politique, c'est la cour de l'UMOA qui a levé les sanctions contre le Mali. La junte malienne a du soutien du peuple malien vis-à-vis. Là aussi, il faut relativiser. Non, mais je vous le dis en toute sincérité. Parce que déjà, le sondage est là. Et puis, fait par qui? Par au moins l'Allemagne. 9 sur 10 Maliens ont confiance en Niger. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur voilà, donc la particularité, c'est quoi? C'est qu'on a essayé, j'avais dit ici, que c'était une manipulation. Le fait de faire sortir la population pour aller dans les stades et dire qu'ils soutiennent la junte au pouvoir là-bas, c'était une manipulation. Mais on sait qu'un pays comme le Niger, dépendant de l'aide extérieure, ils sont incapables d'ailleurs. Il y a ce qui est en train de se passer ici. Il n'a jamais eu cette situation-là au Burkina. Il n'a jamais eu cette situation-là au Mali, même en Guinée ici. Du côté du Mali, on a essayé. Du côté du Mali, le panafricanisme en Afrique de l'Ouest, notre président de la transition était nouvellement venu à la tête sans connaissant pas peut-être les vraies réalités de la gestion du pays, a même essayé de faire l'aide logistique et financière au Mali. Et les conséquences, nous avons vu, des milliers de barils de carburant ont été donnés au Mali. Mais aujourd'hui, au cas du Niger, ils ont le soutien de qui? Ils ont le soutien de qui? Peut-être ils comptaient à un moment donné à Wagner. Et ce qui vient de se passer, nous connaissons. Le Mali, le Burkina ne peut pas venir de façon financièrement les aider pour pouvoir au moins régler même pour le salaire des fonctionnaires. Pour dire que seulement ils sont isolés, totalement isolés. Est-ce que Baïla peut arrêter ils sont isolés, ils sont totalement isolés. D'accord.